Et c'est parti. Tac, tac. Hello. Canel. JB. Badrou. Salah. Contact. Noès. Tergui. Samy. Yanni. Ping. Ping. Lydia. Salut Kader. Salut Kader. Salut Ryan. Ouais, ça va. Chanel, salut Jalel. Salam 2024. Salut Farid. Ne soyez pas avares sur les likes, comme ça la visibilité augmente. Ne soyez pas avares. Je sais qu'il y en a qui like, mais il y en a qui restent comme ça, sans rien faire. Salut Abdoul R. Merci Yoyon. Merci de liker, d'aimer Zekaria, salut. De rejoindre. Salam. Est-ce qu'il est le voyou de Mourad? Ah, c'est mon ami, je peux lui dire le voyou. Akamat Khalko. Salut, tu rigoles. Eh bien, comme le live est là, à part les habitués, de temps en temps, il y a des gens qui passent à il y a des spectateurs, mais les likes manquent, donc ça ne dépasse pas les 13K, trucs et tout, donc eh ben, c'est pas encourageant du tout. Skyviation, ils ont ramené un petit avion, oui, le Sierra Mike, un bimoteur, c'est un bimoteur italien. Le 2024 est une mauvaise année pour l'aviation, mais ça n'a rien à voir avec l'aviation. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être mon live qui n'est pas bon. Donc ça n'a rien à voir avec l'aviation. Je sais pas, belle, il va falloir changer de tactique. Hein, le loup, bonjour. Ah, tu as des idées, des quelqu'un qui doit savoir tout ça. Au lieu de commenter des trucs comme ça, n'arrête pas ton bout en train de liker sur l'approche satellite. Oui, c'est une approche qui remplace l'approche de précision, mais bon, maintenant tout va être en airnav et c'est des GPS, des positions GPS et tout, effectivement. C'est du LNAV-INAV. Et ceux qui veulent poser des questions, par exemple en live, eh ben, ils mettent 1, s'ils veulent monter dans le guest, poser la question en live, ils tapent 1 et de préférence, s'ils veulent mettre la caméra, il n'y a pas de problème. Est-ce que la politique d'Algérie, il faut passer d'abord par ATR? Oui, c'est l'avion de base, ATR. Une fois pris par Air Algérie, c'est l'avion de base qui est l'ATR, donc c'est l'ATR, ensuite amortissement qualif, ensuite les autres machines. Des fois, transition directe ATR 330, ça dépend des besoins et compagnie. Chauffe, depuis que j'ai commencé le live. Ça veut dire que j'ai commencé, je ne sais même pas quand. Puis mars, non. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis. C'est absolument, alors là, c'est absolument faux ce que tu dis. C'est qu'il y a peut-être un accident et 2 incidents, je pense. C'est des incidents, beaucoup plus que des accidents. L'accident, c'est quand il y a mort d'homme. Tu rigoles. Oui, la bio-ILS, c'est une approche de précision, mais ça devient cher à la maintenance des ILS, donc ils sont remplacés par des approches airnav, INAV.
Annulation. Des collègues, c'est des cas d'approche, comment ça, demi-pied? Non, ça dépend de la piste, ça dépend de l'approche. Pas obligatoirement demi-pied. Pas obligatoire, ça dépend de l'approche. Il y en a qui m'a dit, c'est 5000. Ça dépend de l'approche, de l'altitude de l'aéroport et de la procédure en elle-même. Donc la pente, c'est en général 3 degrés. Il y a du bruit, Jean et cocotte. Cocotte référence que t'es. Vous avez la cocotte. Mais quelle cocotte? C'est des cigales. Écoute ceux qui savent. C'est des cigales, c'est pas une cocotte à... Vous savez, je suis sûr que Zécharia ne sait pas ce que ça veut dire, les cigales. Donc je vais les faire rentrer ici, tu vas voir, en live. Non, c'est pas des feuilles de cannabis. C'est pas des feuilles de cannabis, c'est des espèces d'ananas. Ça se voit que tu n'as jamais vu une feuille de cannabis, hein. C'est l'heure du dîner, je suppose. L'heure du dîner. Et là, tu es au Canada, toi, non? C'est pas l'heure du dîner. T'es curieux. C'est l'FMC. Bon, le DU, c'est le DU, le DU, c'est généralement le cadre. C'est le cadran du FMC. Le FMC et le FMGEC, ça dépend des avions. Le FMC sur le 37, le FMGEC. L'heure du dîner. Il est quelle heure, Chanel, chez toi? Voilà, tout le monde dîner, souper, oui, c'est vrai. Oui, bon. Le dîner, ouais, bon. Ce soir, c'est souper. Ouais, bon, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, mais bon, on ne dit pas dîner, quand on déjeune. C'est un déjeuner à 12h06. Et dîner, c'est le soir. Je sais qu'il est 12h07. Non, Zida Amin, c'est enveloppe. Flight Management, Envelope Guidance. And Guidance. L'FM, Jack, GEC. Computer. T'as le 331. L'UNA, c'est le plan vertical de l'avion. Mais effectivement, c'est manifesté par une vitesse de descente, c'est-à-dire une VS et un plan. Les Québec, le vocabulaire, c'est Flight Management Guidance Computer. Mais il faut, bon, c'est 330, on dit FM Jack. Et à l'enveloppe aussi, s'il vous plaît. Bonjour, je prends la voie, un vol sur Sydney, devrais-je avoir peur? Mais je vois pas pourquoi tu devrais, au contraire, tu dois être content d'aller à Sydney. Tu vas changer carrément de continent. Tu ne devrais pas avoir peur. Salam, salut nounou. La pression des pneus basée sur... Ils sont gonflés à l'azote. Les pneus d'avion sont gonflés à l'azote. J'habite près de la piste et j'aime regarder les atterrissages et les décollages tous les jours des Boeing. Glenn, ça doit être à Paris. Ça. Moyenne des FPM, c'est de combien pour les atterrissages?
te dirai dans un moment. Est-ce que quelqu'un regarde la chaîne YouTube de Flight Inside? Non. C'est un truc dans moyenne de 600 pieds minutes à peu près. 600 pieds minutes. 600 pieds minutes. Là, tu peux considérer que c'est un bon atterrissage. Décollage du pilote d'entrée les flaps 3000 pieds. Disons que ça dépend aussi du deuxième segment. Après décollage 100 pieds, c'est le train qui rentre. Enfin, juste après décollage, c'est le train qui rentre. Et ensuite 1500, l'altitude d'accélération et faire entrer les volets en séquence. Donc à 3000 pieds, tout est montré dans l'ordre. Qui es-tu d'Algérie? qui je suis d'Algérie? Oui, Glenn, je suis à la retraite, oui. C'est très compliqué d'atterrir en crabe. Il est préférable de ne pas atterrir en crabe. Quand on atterrit en crabe, c'est qu'il y a un vent de travers. Donc il est préférable de se présenter en crabe et ensuite, dernière minute, faire l'arrondi et revenir dans l'axe. Quoique les avions supportent l'atterrissage en crabe, puisque quand il se pose, il va revenir. Oui. Et Amine aussi, il y a l'histoire du noise abatement. Descent rate is true airspeed times 5.5%, oui. Non. Ah, bonjour, tu veux dire. Salut, Cam 75. Alors, je regarde vos questions, je retourne à Kabila, je me tape encore. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Sinon, tu te prends ici un peu de houle, c'est le renversement assuré. Puisqu'ils ont des espèces de body en bas. On essaye, c'est moi. Bon, c'est moi, c'est-à-dire c'est toi. Carte speed, limite nautique, visons le miles. C'est à peu près ça, oui. Bon, là, pour faire simple, quand tu veux convertir, pour faire simple, tu dis 2, à peu près. Elle dit quand tu veux faire simple. terrible, the dream becomes true. يا خويا واش بغيتي ندير لك the dream becomes true. Essaye de changer d'endroit ou la réinitialise le modem ou la change d'endroit. Ça ira mieux. L'accident qu'il y a eu au Brésil, comment ça se fait qu'il est tombé en piqué? Il n'est pas tombé en piqué, il est tombé en tournoyant. Et donc on attend le rapport exact, il y a des supputations et des stipulations, ce qu'il y a eu et tout, mais bon, on ne peut pas trop en parler tant que le rapport final n'est pas sorti, parce que ça demeure que de la palabre. On peut dire voilà, mais c'est simple d'en parler comme ça. C'est un ensemble de choses qu'il faut décortiquer. كنت راح نطلع معاك ونحكي يعني مجرد هاوي علم الطيران. الطيران مانيش خدام في هذا المجال. لا معليش ماشي خدام في هذا المجال. rien t'empêche d'en parler, c'est pas un problème. تنجم تتكلم عليه. même إذا ماشي من المجال هذا، إذا عالم الطيران يعجبك تنجم تتكلم عليه. حتى واحد ما قال لك ما تتكلمش عليه. J'étais en Algérie. Salut, joli cœur. Les segments sur le plan de vol, est-ce que c'est des VOR? Oui, en général, c'est des points fixes, position géographique, ou bien des balises, des VOR, des NDB, des balises fixes.
Et donc le plan de vol, il est fait en fonction, mais en général, c'est des points. Donc c'est des points géographiques. Salut, joli cœur. Donc ils vont rejoindre le Hawa. Merci. C'est mon fils qui rêve de faire du pilotage, mais il demande beaucoup d'argent. Nas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu dis beaucoup d'argent, c'est relatif. Parce que les écoles ont des frais aussi. Pourtant, ils ont reçu des notifications. Et ils vont pas, ils vont se manifester. Il doit faire chaud, t'as dit. Voilà, non, donc, comme je te disais, évidemment, beaucoup d'argent, oui, ça dépend de la bourse de chacun. Ben, il y en a qui peuvent se permettre. Mais je ne peux rien te dire de plus. C'est une question de vouloir. Si le gars il est passionné, s'il veut faire ce métier et se lancer, il y a des sacrifices que tu veux que je te dise. Monsieur, salut la douane. Bonjour, je me permets de vous solliciter pour une question peut-être hors sujet. Barca, vas-y, pose la question. Hors sujet, c'est-à-dire tu parles en dehors de l'aviation. Déjà pour l'aviation, là, on arrive à répondre des fois à peu près. Alors si c'est hors sujet, vas-y, pose-la quand même. Hein. J'ai mon frère qui commande à bord sur Air Tahiti. Ah, c'est bien, Tahiti New. Airline rating position, LAG, on a attribué une note de 2 sur 7. Sécurité. Pourquoi selon vous? Non, rating, je n'ai pas vu cette classification qu'Air Algérie a été classée, qu'a eu une note 2 sur 7 en sécurité. Mais bon, bah, on verra et je te le dirai. H qui met Barça, je vois Barca. C'est un C, c'est pas un C, c'est dit donc H, Barca. Maintenant, même s'il s'appelle Barça, c'est autre chose. Si j'ai référence à la Barça. Moi, j'ai dépensé un argent fou pour une formation de mon fils en Afrique du Sud. Je me suis endetté. Alors, à l'issue de la formation, qu'est-ce qu'il a fait, ton fils? Est-ce qu'il a postulé quelque part? Est-ce qu'il a été pris quelque part? Est-ce que... Non. Parce que, bon, bah, t'endetter, c'est ton fils, hein, après tout. Hein. Tu t'es peut-être sacrifié et s'il trouve un job, bah, ce serait bien. Il pourra te rembourser. Non, ça dépend où. En Algérie. Eh ben, comment se fait-il? Il a fait sa formation, d'accord, ok. Et est-ce qu'il a appliqué? Est-ce qu'il a envoyé des trucs chez Air Algérie, Tassili? Maintenant, ça dépend. Air Algérie, Tassili, Alger Express. Salut Adelaine. Eh bien, s'il a terminé, comme tu dis, le truc, sa formation en Afrique du Sud, c'est une formation qui est reconnue par les compagnies installées en Algérie. Eh bien, il n'a qu'à réappliquer encore, insister.
Salut Chalouk. Salut aux anciens de la PVD d'Alger, qu'on embêtait souvent. De la posture de casse de la Vendôme. Tu parles du Brésil ou la. Les importants d'énergie, les gens bossent avec les problèmes d'aviation actuels. Non, tu devrais pas. Pas la peine en tout cas, le stress et tout, vous pouvez le dépasser, tout ça, c'est pas un problème. C'est un sentiment normal chez l'être humain. Oui, il a postulé à Algérie, mais ils ne l'ont pas recruté. Ils ont recruté certains, mais pas lui. Ça veut rien dire. Ils ont recruté certains, mais pas lui. Air Algérie, quand Tassili et tout, font ce qu'on appelle des tests de présélection pour recruter ou pas. Et donc, il y a une certaine. C'est des places en limité. Donc, quand il y a du monde, il leur faut passer des sélections. S'il passe parmi les premiers, je ne vois pas pourquoi il n'est pas pris. Maintenant, Belek, il est dans la classification, il est assez loin, Belek, donc il a été délayé. Mais il faut savoir qu'Air Algérie recrute de plus en plus. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Pas du tout, il ne faut pas perdre espoir. Qu'il insiste encore et encore, qu'il envoie truc chaque fois. Adelaide, c'est normal, tu dis vive la PVD. Un ancien responsable de la PVD. Salut, Ahmed. Oui, le méthode donne la météo, mais qui est valable 30 minutes à peu près dans l'heure, si tu veux. Le méta, il est valable 1 heure, mais toutes les 30 minutes, il y a l'update du méta. Et le TAF, c'est des prévisions dans le cas de l'avion de chasse. Ah, dans le Var. Dans le privé ou le Rafale. Parce qu'il y a deux Rafales qui sont rentrés dedans. Et il y a l'avion le Fouga Magistère qui est tombé dans le Var aussi. Mais bon, il est rentré en vrille, il a raté son virage et il a craché. Belek, il a perdu connaissance aussi. Même là, il faut attendre un peu le rapport du BEA. Bon, montez-moi, chaque fois que je... Non, là, Max, sérieux, c'est pas pour te remonter le moral, Rani. Il y en a qui ont attendu encore plus que toi, quand tu dis, et ça a fini par pardonner. Hein. Voilà un hélico qui survole la maison. À 10, chaque minute, la transition est activée, oui. Étant donné les dernières informations météo et le point de destination. Mais en général, c'est voilà dans l'heure. Je t'enverrai le truc dans l'hélico. Je ne vais pas spotter maintenant, je suis en live. Je vais sortir spotter. Je vais t'envoyer une vidéo de même hélico pratiquement qui est assez vertical avant-hier. Oui. Par contre, oui, si ça fait longtemps qu'il a passé qu'il a fait sa formation, il faudrait qu'il la garde updatée. Donc, il maintient sa licence en vie. Ness, je t'ai posé la question, tu veux des écoles en Algérie ou la Win? En Algérie, je t'ai dit, tu as Skytraining, tu as ATS, Aviation Training, APTEA, Constantine, donc ils vont à Gigel, tu as l'école de Batna, Ouari, voilà. Dans sa licence, et même refait sa certification à Batna. Ben c'est bien, donc ça veut dire qu'il a gardé sa licence est en état de validité, puis ça fait que mai, juin, juillet, août, donc c'est bon. Il reste encore 2 mois, tous les 6 mois, il la maintient, tous les ans, il la maintient en vie. Et le bruit que tu sors du livre, du live, c'est que DAG, c'est William Louis. C'est l'appellation IATA voici plutôt d'Alger. Et ALG, c'est l'appellation IATA. C'est un volcan en Éoulé. I was pilot.
Now I'm retirement, pilot retirement. Je suis à la retraite. Yamoun, salut, salut, bonjour. Je suis à la retraite, je suis pilote à la retraite, oui. STA, TS, aviation, PTA, oui. Bah voilà, se référer à Kada Avjiknas. Yes, Yamoun. Salut Ber de Tlemcen. Oui, Yamoun, retraité d'Algérie, oui. Merci, Ber. La redropilete. Oui, mais j'avais pas le numéro de téléphone de son fils pour lui envoyer des condoléances. Oui, Abdouab, c'était mon ami. Allez, ouais. Gentleman, gentil garçon. Chanel, tu as vu ça? Alors, je vais mettre en mode vacances. Hein. Regardez comment il est là, l'avion. Hein. Allez. Wow. Non, il faut pas. Il faut pas désespérer. Moi, franchement, il faut pas désespérer. On est qu'il y a eu pire. Il y a des gens qui sont commandants de bord en ce moment 37 et ils sont restés sur le tapis pendant 2, 3, 4 ans. Gars. Et ensuite, maintenant, ils sont déjà commandants de bord. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils sont commandants de bord. Eh ben, condoléances à ton cousin, enfin pour ton cousin, Yamoun. C'est pas de la complaisance, mais c'était vraiment un gentil garçon. Ouais. Non, moi je suis calme pour fumer. Pas peur de faire un vol train dans l'Atlantique, Alger-Québec. Non, j'en ai jamais eu peur de le faire. J'en ai fait depuis 2009. Je suis à 2022. 13 ans que j'avais fait ça, donc non. C'est des vols un peu fatigants, mais sans plus. Donc, dire qu'il y a les autres lives, نشوف هكا ما كاش du monde ولا l'interaction donc نقلبها كيفاش يقولوا بالعربية جولات des matchs. Les matchs, mais des matchs. Pas des gens dans lesquels des matchs. Moi, ça m'a voilà, idée contre idée, ou je sais pas, dans le même. Salut Rizal, avec Rebecca. Bof, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Briquet à roulette. Briquet à roulette comme les anciens. How was your experience as a pilot in Nigeria? Like every pilot, quite good, sometimes hard, but normal carrière. Isel, ça dit 10 km d'altitude sur les océans, ça fait flipper. Bon, c'est il n'y a pas que sur les océans, même sur les terres. Quand tu fais 12 heures sur 12 heures en allant en Chine,
Je te dis, c'est pareil, hein. Apparemment, il n'y a pas de question, tout le monde en vacances. Non, ben, non, il faut leur laisser le temps. Quoi, là. Parlant d'école de Constantine et qui voilà, dit, c'est une école pas très. Ah, il y a je ne sais pas. Moi, à péter, à Ptata, il est venu, les gars, un jour ici dans le live, on a discuté, bon, il a raconté un petit peu de ce qu'ils font. Bon, personnellement, je ne les connais pas. Personnellement, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas carrément en parler. Tony a rejoint. Là aussi, il fait chaud. Alors, vous avez des questions? Bon, puis vous avez, pendant que... Au moins likez. Et vous n'avez pas de questions, au moins likez. Bonjour, comment peut-on critiquer l'Algérie? Si c'est de la critique constructive, pourquoi? Alors, j'ai reçu un truc, un match que je viens de refuser, je ne sais pas que... Donc, je préfère pas. Critiquer, critiquer pour critiquer, d'avoir un carré pour critiquer, non. Je préfère critiquer pour avancer ou pour ramener des trucs, des solutions. So most of my technologies are deep. Bonjour, commandant. Salut. لاباس؟ Critiquer de la caméra. Je peux activer la caméra, mais je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on me voit? On me voit, je sais pas. J'appuie sur enregistrer. Ah, ok. Ah, bah, je savais pas. Voilà. Et là, c'est bon? Pas tout de suite, mais ça va venir. Ok, parce que là, je suis en mode vacances. On est à la playa. Et, euh, et je suis un grand fan de l'aviation, on va dire. Je prends beaucoup l'avion et différentes compagnies. Ailleurs, je me dis qu'il y a une BZF des commandants de bord qui m'intéressent. Et vous avez de l'expérience, vous avez, et je pense que vous voyagez dans d'autres compagnies aussi. Donc, tu vois comment ça se passe la différence, et que on se dit Algérie avec sa flotte qui est pas mal, mais qui peut être mieux. Ben, tu as critiqué dans le sens, il y a deux points. Le premier point, c'est l'hygiène. Moi, je trouve que les appareils d'Air Algérie vieillissent très très mal, mais malgré مانيش نحصل غير في la compagnie Air Algérie, parce que le passager des fois des passagers تشوفهم c'est une catastrophe. انا خطره j'ai fait une vidéo d'un vol رايح جدة. J'ai trouvé que c'était hallucinant pour des personnes qui partent faire le pèlerinage. C'est juste un film de Hollywood, alors que c'est un vol. Mais Anna, ce qui me gêne un peu, c'est l'état des appareils. Donc ils vieillissent très très mal et qu'il y a pas une continuité dans l'entretien. Ou la deuxième chose, c'est la formation. Il y a certains PNC qui sont pas vraiment... je me dis que c'est la même formation pour tout le monde, mais de temps en temps, il y a certains qui font pas, qui jouent pas le jeu. Mais je compare, hein, je suis toujours dans le comparatif au même standing. Les compagnies du Moyen-Orient, ils recrutent à l'international, il y a des aides de l'État, etc. Je compare par exemple nos voisins à l'Aram. Je me dis qu'ils fait les PNC, ils sont beaucoup plus à l'écoute du passager. Ils font pas des gestes que ils servent il attaque le verre. Il le fait inconsciemment, je veux dire, il le fait pas d'une manière mais des petits gestes اللي ما تشوفهمش dans d'autres compagnies. Il y a des gens, il y a des commandants de bord, il y a des chefs d'équipage, etc., qui ont les codes. Ils ont les codes, malgré ils n'ont pas travaillé les autres compagnies, qu'ils ont pas cette expérience-là, mais j'ai bien. Mais je fais pas de généralité encore une fois, mais je me dis que il faut qu'on ait une prise de conscience. On veut que l'Algérie soit un hub.
On a tout fait. On a fait un superbe aéroport à Oran, un superbe aéroport à Alger. Même là aussi, je suis architecte de formation. J'ai un petit bémol. Je me dis que l'aéroport d'Alger, il est excellent, mais il est très froid. Il a aucune touche algérienne. C'est un hangar qui a été utilisé avec des matériaux, tu vois, le sol au gris, ils peuvent faire de l'animation, ils peuvent faire des paliers à l'intérieur, ils peuvent faire des fresques, ils peuvent faire pas mal de choses. Là, pour l'instant, c'est un bel aéroport, il est grand, il est fonctionnel, très bien, mais il est pas beau. C'est mon avis personnel. Donc, c'est ce que je voulais critiquer, c'est de dire que c'est bien, mais on peut faire mieux. Mais il faut aussi qu'ils écoutent les gens qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont vécu, qui ont voyagé, qui ont. Il faut pas qu'on reste, je sais pas, une compagnie qui fait juste le transport. Donc on vise loin. Donc je me dis, il faut vraiment qu'on arrive à éduquer le passager, à faire évaluer, évoluer le personnel, je veux dire les PNC, etc. Ou le dernier point, viser, أنا شفت مولا غير شفت la rame, شفت في la rame. شفتهم ils recrutent des belles ivoiriennes, des belles éthiopiennes. Je veux dire, ils pensent puisqu'ils desservent beaucoup l'Afrique subsaharienne, etc. وحنا في تاع الجزائر بقينا غير toujours la même chose. Donc il faut essayer de voir, il faut voir des passagers Hakda, ils voyagent beaucoup, qui donnent des idées, qui essayent un petit peu de voir comment ça se passe ailleurs. Ou Hakda pour voir un peu comment tirer un petit peu vers le haut notre belle compagnie. Tu es en train de radoter, tu peux mettre le mesel. اسمح لي commande. Tu t'es attaqué à trois choses en même temps. Tu as parlé d'équipement. Que les équipements vieillissent très mal, truc et tout. Il faut savoir qu'un avion, c'est une structure travaillante. Air Algérie a 56 avions qui travaillent H24. D'accord? Et je peux te dire que la DMRA, c'est-à-dire la base de maintenance, s'occupe de ces avions au niveau maintenance d'une façon extraordinaire. Donc, ils vieillissent très bien, nos avions. Quand tu dis vieillissent très mal, je suis sûr que tu parles de la saleté en général de l'avion. Tu vois, un petit peu. Exactement, ouais. Exactement. Donc, ce n'est pas vieillir mal. Vieillir mal, c'est quand tu montes dans un avion, tu décolles, un réacteur tombe. Ça veut dire que les boutons de bras sont déglingués, ou là tu vois de la rouille sur toutes les parties. Ça, c'est vieillir mal. Là, tu parles du PNC. T'es passager. Quand un comportement ne te plaît pas, il faut écrire. Il faut écrire à la direction générale, tel vol, j'ai pris tel vol, le comportement du personnel navigant commercial ne m'a pas plu pour x raisons, et c'est en droit le plus absolu en tant que passager. Troisièmement, tu as parlé de la rame. La rame, il faut savoir que c'est 49% d'Air France. Voilà pourquoi ils recrutent Côte d'Ivoire, comme tu dis, et tout. C'est 49% d'Air France. Donc le management, c'est pas le même. Pas du tout. C'est un management international. Donc on peut pas faire la comparaison avec la rame, puisqu'il y a un management qui sort du contrôle de la rame et ils ont leur formatage à eux. Bon. Ceci n'explique pas qu'il faut laisser aller. Non. En tant que passager, moi je dis aux gens d'écrire. D'écrire. Même s'ils pensent que ça sert à rien, ils vont dire ça sert à rien. Ils écrivent. Il faut savoir qu'il y a un service qui reçoit cette audience et qui ouvre des emplois, contrairement à ce que pensent les gens. Dernièrement, il y a eu un blogueur qui a fait un voyage des États-Unis, d'ailleurs ça tourne sur YouTube, et qui a relevé pas mal de choses, un manque de professionnalisme de la part du PNC, un peu d'hygiène à droite à gauche, au niveau de la cabine, de laisser aller, trucs et tout. Et bien il a écrit, il a fait son truc, c'est arrivé à la DG, l'équipage en entier était en stage. Il a été arrêté, cet équipage. Arrêté purement et simplement. J'ai vu cela. En stage. Ah ben c'est très bien, commandant. C'est pour ça que je te dis, ça sert à quelque chose d'écrire. Ah non, je dis pas que ça sert pas. Non, je dis pas que ça sert pas. Je dis que juste les méthodologies. Sauf par exemple, mettez un vol Air France, mettez un vol Air France. Tu peux pas comparer un consortium de KLM Air France
où il y a des exigences, il y a On prend un autre. la barre est très haute. On prend Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, c'est la première compagnie, pratiquement une des premières compagnies dans le monde. Bon, déjà en Afrique, c'est la première compagnie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ça, je, je sais pas, un autre exemple. Des fois, tu te dis des compagnies, tu dis un vol, à la fin, à l'arrivée du vol, ils mettent un email pour, pour classer la satisfaction avec le vol. Donc, moi, je sais pas. ça aussi, ça fait partie du management qui a des Oui, clivages au niveau du système managérial qui envoie aux clients pour fidéliser, pour ceci, cela, cela. Air exactement, Algérie, exactement. Air Algérie se trouve être la seule compagnie premier niveau en Algérie qui est sans. Il n'y a ni Open Sky, ni rien, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de pool, il n'y a rien. Bon. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Les ce qui m'intéresse dans une compagnie comme ça, c'est son niveau de maintenance. Quand j'étais pilote dans cette compagnie, maintenant je suis à la retraite, ce qui m'intéressait le plus, c'est que ces avions étaient en état de voler de façon impeccable. C'est-à-dire quand je partais les yeux fermés avec un avion, un truc. Et quand il arrivait quelque chose, c'était ou par mauvaise manipulation, ou par structure travaillante. C'est-à-dire que tu peux rien faire, c'est un ensemble de choses qui peuvent arriver en même temps. Maintenant, c'est vrai que c'est perfectible. Je suis d'accord avec toi, tu me parles de hub et tout, c'est perfectible. Tout est perfectible. Mais il n'y a pas qu'Air Algérie qui est perfectible, il y a l'Algérie qui est perfectible, si on doit parler. Un expert à Algérie, à la base, c'était commandant, donc vous avez une expertise. J'étais un utilisateur, enfin j'étais un utilisateur, je Un travaille. maillon, un maillon dans le... Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que nous, on ne parlait pas de ça ou là, quand, par exemple, Là, je dis pas que vous parlez pas, je quand tu dis que parles vous des hôtels connaissez. sous Kouchi, il y a des recrutements qui se font comme ça. Il y a des critères. Maintenant, mais je que les hôtels sous Ramon Non, c'est là, je bonne, chauffe. niveau des investissements. Chaque commandant, chaque citoyen d'un pays, il priorise la compagnie à son pays. Normalement, c'est comme ça. C'est ce que c'est préférence nationale, aider l'économie, etc. Là, on veut bien, pour service égal, choisir la compagnie Air Algérie. Sauf que on est critiquer pour améliorer, pour trouver des solutions, pour essayer de faire changer les choses. Donc, si les gens ne prennent pas ou connaissent que Air Algérie, c'est bon. Il devrait بصح مين تشوف حاجه وخضاره وتقول علاش حنا on n'arrive pas à trouver قلت لي management d'accord management ça veut dire quoi ça veut dire mettre les bonnes personnes aux bons endroits les يعرفوا C'est pas comme ça que ça marche le management. C'est pas les bonnes personnes à bon endroit. C'est pas comme ça que ça marche. Le management, c'est de revoir le système managérial. Qu'est-ce que tu veux faire de cette compagnie? C'est ça le management. Tu peux même mettre Tartampion à la tête, c'est pas un problème. C'est pas une question d'en mettre ramener un étranger. Non, non, non. C'est qu'est-ce que tu veux faire de cette compagnie? Est-ce que tu veux en faire et la garder premier niveau? Est-ce que tu veux être dans la continuité de cette compagnie, c'est-à-dire transporter du monde et sans plus? Est-ce que tu veux faire du remplissage, seulement du remplissage? Est-ce que c'est ça le management? Et après, tu mets les personnes. Après, tu vas puiser dans une population qui a fait du management, justement, avec du liel management, de ceci, des poules travail entre les compagnies, beaucoup de choses. Maintenant, il se trouve qu'Air Algérie est comme ça. Je ne dis pas que on en est satisfait. C'est vrai que même nous, quand on travaillait, moi, quand je travaillais, je n'étais pas satisfait. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu dis des choses et ça n'aboutit pas. Donc, Chauffana Nigoul, encore une fois, c'est tout à fait plausible ce que tu es en train de dire, et c'est tout à fait normal. Mais là, j'ai appris une chose, je ne fais plus de comparaison. Parce que la comparaison, elle est biaisée de facto. Une question de moyens. c'est vrai chauffe Question de moyens. Question de potentiel humain. On a le potentiel humain. On a le potentiel humain. On a des gens de l'université qui sont vraiment très, très balèzes. On ne leur donne pas la chance. Donc il y a même ça, on ne leur donne pas la chance.
Qu'est-ce que tu veux? Je vais aller dans ton sens et dire qu'il y a du copinage. Oui, il peut y avoir du copinage. Mais moi, ça, comment dans ça me gêne pas. Tout, هادو كاع les fléaux نعرفوهم ورانا بيناتنا, il y a aucun problème. أنا, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment cette compagnie peut évoluer euh, dans la bonne direction. Parce que moi, quand je critique, c'est pas pour critiquer. Je critique pour dire que aujourd'hui, on a des compétences. Aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent réformer. Aujourd'hui, on peut être très compétitif. On a la chance d'avoir une belle flotte. Une flotte qui, on a des pilotes très professionnels. On a des personnes qui veulent donner, qui veulent créer des écoles de pilotage, des écoles de PNC, etc. Donc maintenant, on a les capacités. Maintenant, c'est comment faire pour trouver la solution miracle, secrète, magique, on s'arrête. باش شويه نزيدوا نطلعوا شويه النيفو. C'est tout. كما قلت لك, c'est très très bien, parce qu'il faut bien écouter ce que j'ai dit. J'ai dit c'est très très bien. Moi, c'est plutôt hygiène, c'était pas mécanique ou la, pour la chose. Ou la deuxième chose, c'est pour l'aspect esthétique. Moi, je trouve que par exemple l'aéroport d'Adzer, encore une fois, je le redis, je voudrais bien que, je sais pas, par exemple, رحت l'aéroport تاع الدوحة وشفت كيفاش en Malaisie, ils ont fait une forêt au milieu de l'aéroport. Donc là, on est capable de donner une petite touche locale, J'ai قبائل, j'ai Nebzab, je sais pas. Mais au moins, on sent qu'on est en Algérie dans un aéroport, parce que un étranger, quand il atterrit, la première chose qu'il va voir, c'est son aéroport. Donc au moins, elle représente un peu l'Algérie. Ousmane de commandant, c'était juste un petit coup de gueule. Mais... Attends, Donc, il y a Farid, reste, mets ton micro sur mute. Il y a Farid Bouazab qui voudrait te dire quelque chose. Bob, tu mets ton micro sur mute, s'il te plaît, Bob, pour laisser Ok. Farid Bouazab, hein. Ben écoutez, bonjour tout le monde. Salut. Quoi dire, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois. Quoi dire d'autre que effectivement ce que vous avez dit. Quel est l'objectif? L'objectif, est-ce que c'est d'être une compagnie qui atteindrait les sommets? Est-ce que c'est une compagnie qui veut juste transporter des personnes et en l'occurrence les nationaux, etc., etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Ben, maintenant, tout est question d'ambition. Quelle est l'ambition d'Air Algérie? Voilà. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à cela. Bob, qu'est-ce que tu veux lui dire? Bob, Oui, bonjour, commandant, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. comme d'hab. Salut, Fals. Vous m'entendez? Oui, Alors très bien, merci. Oui, votre réponse sur le management, elle m'a bien plu. Le management, d'abord, ça commence par une vision. C'est avoir la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Et ça nécessite aucun moyen. Ça nécessite euh, aucun talent particulier. C'est simplement, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être. Et pas forcément en se comparant aux autres. C'est aussi développer sa propre identité, sa propre culture d'entreprise, etc. Ça, malheureusement, ça manque. Qu'est-ce qu'on veut faire d'une compagnie aérienne? Est-ce que cette compagnie aérienne, elle est là juste pour alimenter le tissu économique, quitte à être à perte? C'est la majorité des compagnies aériennes nationales, hein. Ou est-ce qu'on veut fonctionner comme les LCC, les low cost carriers, et gagner de l'argent? Voilà. Déjà, ça commence par là, la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut être? Et ensuite, on développe le modèle économique, et ensuite, on recrute les têtes qu'il faut pour faire ça. Il ne faut pas les mêmes têtes pour faire de la politique, comme il ne faut pas les mêmes têtes pour faire de l'argent et du business. La preuve, Emirates, c'est que des Anglais, hein. Pourtant, c'est une compagnie émirati. non, attends. Donc, Emirates, le management est anglais. oui, c'est justement ça que je dis. Ouais, ouais. Le management est anglais, donc la compagnie, les cerveaux sont anglais. Mais c'est parce que c'était la volonté de l'Émirat de Dubaï. C'était faire de l'argent. Gagner, faire de l'argent. Et ils ont réussi à faire d'une pierre deux coups. Faire de l'argent et en plus alimenter leur pays en passagers, duty free, et tourisme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. La vision dans une entreprise, c'est la chose primordiale. Tant que la vision n'a pas été établie de manière claire, qu'elle n'a pas été transmise de manière claire, concise et compréhensible à tous les membres de l'entreprise, on ne pourra aller nulle part. On fonce dans le mur, quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a le facteur humain qui est très important dans toutes les sociétés, que ce soit aéronautique ou autre.
le module des facteurs humains est très important avec le CRM. Le CRM ne veut pas dire seulement crew management, hein, crew resource management, ça veut dire aussi compagnie, resource management, etc., etc., etc. Donc voilà. Tu voulais dire l'affaire. Oui, juste pour parler de vision, autrement dit, une stratégie. La stratégie, elle est faite par qui? C'est pas le PDG qui fait une stratégie. La stratégie est faite par l'ensemble des salariés, avec les représentants du personnel, avec peut-être non, mais en tout cas, je me dis comment ça se passe. Je t'arrête tout de suite. Dans l'aéronautique, il y a ce qu'on appelle la politique aéronautique du pays. C'est bien bien, hein? Il y a un pays, il a sa propre politique aéronautique. Dans cette politique aéronautique, il y a la vision, comme disait tout à l'heure Bob, d'une ou de plusieurs compagnies à mettre en place pour aller de l'avant pour le pays en matière aéronautique. Ceux-là même sont supervisés par l'Agence nationale de l'aviation civile. Dans tous les pays, ça existe. Hein. Bon, Oui. c'est le DGAC, ailleurs, avant c'était le ministère, des Transports. Mais le ministère des Transports maintenant n'a pas trop de trucs, à part le ministre qui est président du conseil de l'ANAC. Et l'ANAC a son directeur général qui applique ce qu'on appelle la politique en matière aéronautique d'un pays. Et c'est statué par des décrets, des textes et tout. Ils sont là pour dire, voilà le pays, voilà notre système, voilà comment on doit fonctionner. Aéronautiquement parlant, voilà ce qu'on doit mettre en place. Et c'est à cette autorité de faire en sorte que les compagnies adhèrent justement aux normes qui sont proposées, normes internationales en général, mais adaptées au pays. À ce moment-là, si c'est un petit pays, vous allez voir que c'est des petites agences. Un grand pays, ça va être des grandes agences avec... en Algérie, vous avez à peu près quelque chose comme 32 aéroports. 32 aéroports. 32 aéroports, et ce n'est que dans un passé récent qui ont été pratiquement dotés de tous des ILS, des moyens pour l'atterrissage et tout. Donc ça faisait partie un petit peu de la stratégie du pays en matière aéronautique. Mais vu que l'agence est nouvelle, donc ce n'est que maintenant qu'ils vont essayer de s'attaquer à des trucs d'ordre, comme tu disais tout à l'heure à l'affaire ou l'Europe, managérial. Le PDG d'Air Algérie ou le PDG de Tassili est une nomination, je dirais, politique. Bon, il peut être extraordinaire, il peut être bagagé aussi en matière de trucs, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il ait une vision, lui aussi, qui propose, et à l'agence de dire, voilà, ça s'adapte au pays, ça s'adapte pas. Conformément au texte, je parle de texte, hein, on parle de texte. Maintenant, quand tu me dis, la compagnie, même à sa tête un PDG, quand tu prends Emirates ou Kulchi, Emirates ou par exemple Qataria, qui sont devenus des 5 stars compagnies, des compagnies de 5 stars, ne veut pas dire que le management est anglais, effectivement, mais il faut savoir qu'ils sont régis par des lois du pays. Au moins ils avancent parce qu'ils ont œuvré et ils ont tout mis en branle pour faire de la première classe et faire du chiffre. Ils ont réussi et ils investissent sur le nombre. Plus tu crées la demande, plus l'offre arrive. Plus tu mets en place des avions, plus l'offre arrive. Ils recrutent à tout horizon. Et quand ils mettent à la tête des Anglais, c'est pas parce que les Anglais sont intelligents, plus intelligents que les Émiratis ou les Qataris. Les Qataris aussi, ils ont fait Harvard, ils ont fait truc. C'est pour justement ne pas prendre de risques en cas où ça se casse la gueule à un moment donné ou un autre. Et ils rentrent dans des trucs, comme tu dis, à la FISA, Star Alliance, maintenant Open Sky, ceci, cela. Bon, ceci, pour un pays comme le nôtre, ça va venir probablement. Ça va prendre du temps, sûrement. Mais j'espère que ça verra le jour, comme tu dis, l'affaire, ou la Bob, ou la... Ouais, ça. Merci à Après, la commandant, si je peux réagir à l'intervention de notre ami juste avant vous, il faut pas confondre vision et stratégie.
La vision, c'est où est-ce qu'on veut aller. La stratégie, c'est comment on va faire pour y aller. Et Voilà. ensuite, il y a la tactique. C'est quelle Voilà. étape on va mettre en place pour réussir à réaliser notre stratégie qui va nous permettre d'atteindre notre vision. Voilà. Là encore, c'est des notions qui sont pas maîtrisées par peut-être le management d'Air Algérie, hein, je suis pas présomptueux, mais je veux dire, c'est des choses qui sont réglées, qui sont cadrées depuis des décennies et des décennies, et les entreprises qui ont du succès ont toujours fonctionné comme ça. Oui, mais ça va venir, tu vas voir que ça va venir parce qu'il y a tellement de chantiers en même temps. Tu sais, Et, le problème, et c'est que après, Air Algérie n'a pas vocation à être, comme vous disiez, chaque pays a sa spécificité culturelle, géographique, en termes de règles aéronautiques, et Air Algérie n'a pas vocation à devenir un nouvel Emirates, ou devenir un nouveau hub, ou devenir, je sais pas, sur un modèle Air France KLM ou quoi que ce soit. Elle peut très bien fonctionner en autonomie, sans fonctionner à travers des alliances, parce que c'est l'intérêt politique du pays qui l'accueille et qui l'héberge. Je sais pas, peut-être que demain, il y aura des investisseurs privés qui diront, moi, je veux faire un peu comme avait fait Khalifa Airways ou Aigle Azur, je veux faire du LCC en Algérie parce que je gagne de l'argent et ainsi de suite. Ok, c'est ton secteur de marché, sous c'est ta autorité, stratégie, sous c'est ta autorité vision. de la RAC. Sous autorité de la RAC, Évidemment, bien sûr. évidemment, on est toujours régi par les règles du pays qui nous accueille. Mais voilà, je pense que Air Algérie pêche par ça, pêche par un management qui malheureusement n'a pas les mains assez libres pour agir comme il se devrait. Il y a aussi un biberon qui est donné continuellement pour enflouer les caisses, et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Quand vous marchez tous les jours avec des béquilles, vous apprendrez jamais à courir. Attends, Bob, le biberon, ça, il s'est abandonné. C'est plus un biberon. Il y avait la perfusion. Je suis d'accord avec toi. Il y avait de Oui, la perfusion. perfusion, c'est encore mieux. Perfusion. C'est un mot encore plus juste. Non, il y avait de la Perfusion. perfusion. Maintenant, c'est une EPE et qui doit se débrouiller toute seule. Et c'est pour ça que des fois, ça ne marche pas. Mais il faudrait qu'elle se casse la gueule pour que ça puisse remonter. Exactement. Mais lige. Mais ça va venir. Moi, je suis intimement convaincu que ça va venir. On va saluer JB. Exactement. Merci, Bob. Bonsoir les amis. Salut, JB. Ouais, un peu de retard. Moi, je sais. Bonsoir, Captain Diana. Un DL84. Voilà, ben. Voilà. Toi Farid. Mais pour ce que... Bon, j'ai pris la Bonsoir, conversation. Captain. Excusez-moi, j'ai essayé de rallumer le micro, et puis voilà. Pas de Bonsoir, problème. Captain Diana. Bonsoir. Bonsoir. Pour ce que disait Bob, j'ai pris en cours de route. Il y a une truc fondamental qui nous manque à l'heure actuelle. Ça, c'est pas propre ni à Air Algérie ni rien du tout. C'est propre. J'ai vu une vidéo récemment, là, hier ou avant-hier, d'un professeur d'origine algérienne, je pense professeur à Montréal, à l'université de Montréal, sur le management traditionnel et le nouveau management. Et qui disait que bon, bah, le management traditionnel, vertical, pyramidal, comme on voit souvent, il est complètement hors circuit, on peut plus faire comme ça et tout. Mais il y a quelque chose de fondamental qui n'existe pas encore, c'est la notion de responsabilité, d'objectifs fixés, de KPI, ce qu'on appelle les KPI, Key Performance Indicators et tout ça. Tous ces outils de gestion ne sont pas mis en place et il n'y a pas la volonté dans les entreprises, il n'y a pas la volonté de les mettre en place parce que on préfère vivre un peu en douce. On ne veut pas avoir des trucs qui disent clairement si on a été bon ou pas bon. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à ça, tant qu'on n'arrivera pas à mettre en place ça, moi j'ai vu travailler dans une multinationale où tout marchait avec des KPI. Ce que disait Bob, on établit une stratégie. Très bien. Cette stratégie, et il faut bien la mettre en place. Pour la mettre en place, il faut des objectifs locaux pour chacune des entités de l'entreprise. On met des objectifs que chacun après à son niveau doit atteindre, etc., etc. Et sans faire ça, on ne peut pas, on ne sait pas où on va, et surtout quand ça marche pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut corriger, et quand ça marche, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut valider. Voilà, c'est ça le problème. Ouais.
Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'Algérie, passons aux questions, trucs, les approches. Est-ce une approche AirNav automatique? Le APP. C'est-à-dire quand je suppose que c'est quand tu mets sur l'autopilote sur approche. Une approche, Est-ce oui. que c'est une AirNav automatique? Et ça dépend dans quelle approche a été programmée. Ah oui. Si c'est une AirNav approche, oui, parce qu'une approche, il n'y a pas une approche qui va s'aligner sur le PFD et sur un plan AirNav, effectivement. Sinon, ILS, tu as approche, tu as le dual qui va sortir, et c'est tout. Oui, Ferry, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question, enfin, le témoignage d'un passager. Ouais. Ça dure 6 secondes. Et puis bon, ben, ma foi, on va essayer de la transformer en question. Il dit la chose suivante. Donc, je me souviens, sur Mercure, lors d'un décollage Orly vers Toulouse, d'un bruit comme un coup de canon, accompagné d'un choc, comme si l'avion était passé sur un rondin laissé sur la piste. Le décollage s'est poursuivi après que le commandant de bord est annoncé. Ce n'était qu'un pompage réacteur. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ouais, Pouvez-vous nous expliquer? c'était un pompage réacteur. On l'a vu là. Alors, un pompage réacteur, c'est la chose suivante. Alors, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû, par exemple, à un vent travers très important. Et donc, lorsqu'on met en puissance, le vent relatif, avant que l'avion n'ait une vitesse très importante, le vent relatif arrive sur le côté. Et donc, à l'entrée du réacteur, il y a, si vous voulez, le rond de l'entrée du réacteur, du côté d'où vient le vent, ça fait une turbulence. Et cette turbulence va générer un décrochage des aubes de compresseur. Et résultat des courses, l'écoulement dans le compresseur n'est pas ce qui devrait être, et on a des contre-pressions qui s'établissent, d'où l'apparition de ce qu'on appelle un pompage réacteur. Il peut y avoir aussi un compresseur, des aubes de compresseur qui sont fatiguées. Quand elles sont usées, bien évidemment, elles n'ont plus la forme aérodynamique voulue, et ça peut générer des turbulences, un écoulement non conforme dans les compresseurs, et donc générer des contre-pressions. Moi, je l'ai eu, par exemple, on avait un avion en Algérie, l'Eco Romeo, qui était équipé anti-gravel et tout ça, et qu'on utilisait essentiellement au Sahara. Et donc, cet avion volait en permanence sur des terrains avec du sable, etc. Et donc, les réacteurs, bien qu'il y ait un anti-gravel, les réacteurs bouffaient pas mal de sable. Et ils étaient bien évidemment usés prématurément. Et je me souviens que sur cet avion, j'ai eu plusieurs fois avec pompage réacteur. Dès qu'on décollait, par exemple, de Tamanrasset, quand on avait donc une altitude de terrain assez élevée, eh bien, on avait pompage réacteur et ça ne se reproduisait pas au sol. C'est donc un problème essentiellement d'écoulement de l'air dans les compresseurs. Très bien, parfait. Je vous remercie, Captain Dia. Merci. Pour vous donner un exemple flagrant, sur le 727 où on avait, sur le réacteur central, on avait ce qu'on appelle le F-duct, puisqu'il y avait l'entrée d'air en haut du fuselage, et il y avait un tube de, si ma mémoire est bonne, il faisait 7 mètres de long pour amener l'air jusqu'au réacteur central qui était carrément dans le fuselage. Eh bien, quand on faisait un décollage avec vent travers, il était interdit de mettre la puissance sur les freins. Ouais. Il fallait faire ce qu'on appelle un rolling take-off, parce qu'en faisant un rolling take-off, la vitesse de l'avion qui allait en augmentant faisait que le vent relatif qui au départ était sur le côté, en composant ce vent avec la vitesse de l'avion, on arrivait à un vent relatif qui était quand même beaucoup plus dans l'axe de l'avion, et on évitait ce faisant le pompage réacteur. Adlan, c'est pas une trappe, c'est une espèce de plaque qu'on appelait le Gravel Protect.
C'est pour empêcher que les gravillons, le truc ne puisse, surtout sur les pistes qu'on utilisait au sud et tout, puissent être percutés par les trucs Gravel Protect. Ça servait même en Afrique. Donc après, ils ont abandonné ce système, puisque toutes les pistes sont devenues bitumées, et trucs et tout. Donc voilà. On avait les vortex generators devant les réacteurs, de manière à éviter que les réacteurs n'absorbent face aspirateur. Voilà. Considérez-vous, Captain Violin, que on parle souvent d'elle, on parle souvent de Portance, on est très focalisé sur les ailes parce que, bien évidemment, c'est l'élément essentiel de l'avion. Mais pensez-vous que le fuselage est quelque part pénalisant? Le fuselage, c'est un mal nécessaire, mais justement, il y a maintenant, dans les nouveaux concepts d'avions, dans le futur, on est en train de concevoir des avions, aussi bien Airbus que Boeing est en train de concevoir des avions dont le fuselage ressemble de plus en plus à une énorme aile. Ce qui permettrait d'augmenter d'abord la capacité de l'avion et d'utiliser le fuselage comme étant un élément porteur. Voilà. C'est la photo que j'ai sur mon profil. C'est possible. Voilà, oui, un truc comme ça, oui, je crois. Oui, voilà, d'accord. C'est un truc bizarroïde, c'est pas très joli, mais apparemment c'est efficace. Et en plus de ça, ça suit un truc qu'on appelle la règle des surfaces. C'est-à-dire, enfin tiens, j'en parlerai dans une vidéo peut-être un moment ou un autre, dans les différentes traînées qu'un avion génère, il y a ce qu'on appelle les traînées d'interférence. Et la traînée d'interférence, elle se produit toutes les fois qu'il y a jonction entre deux formes différentes. Par exemple, entre le fuselage et les ailes, à l'emplanture des ailes, on a une traînée d'interférence parce que les écoulements d'air ne sont pas les mêmes sur deux surfaces qui ont des formes complètement différentes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on met des fairings, on met des espèces de surfaces qui vont adoucir la jonction pour pas qu'elle soit à 90 degrés, etc. Et on s'est aperçu que lorsque l'avion ne présentait pas quand on regarde l'avion vu de devant et que l'on fait des sections tout au long du fuselage, plus il y a de différence de surface frontale de l'avion, plus il y a de traînées d'interférence. Et si vous regardez, je le mettrai derrière la photo, il y a des avions de chasse, par exemple, qui respectent cette loi, où ils sont très gonflés au niveau des ailes, de manière à respecter cette loi des surfaces. Voilà. J'expliquerai ça un jour sur une vidéo. Oui, NAP 12 350. Non, les infos sur le cas du Brésil, mais il faut attendre le rapport. On ne peut pas en parler comme ça, on peut raconter de notre vie sur cette histoire-là pour rien, jusqu'à ce que on a des petites idées, mais il vaut mieux ne pas en parler jusqu'à ce que le rapport sorte, le rapport factuel. Vous êtes handicapé des doigts. Le chat, vous êtes handicapé des doigts. Au lieu de liker comme ça, quand vous n'avez rien à faire, likez. Vous voulez pas, hein. Monsieur, je n'ai rien contre vous, ni vos collègues. Mais encore heureux, la FISA. Depuis tout à l'heure, tu es en train de le truc, mais pour rien, parce que tu es en train de parler des choses dont nous-mêmes on ignore, hein, donc voilà. Tu dis Hagaloni, on ne sait pas pourquoi, tu parles de gangréné par le trafic, on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut déposer plainte, hein, FISA. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut te dire. Nous, en tout cas, en tant que pilote, pour le temps où on a travaillé en Algérie, on n'a pas lésé qui que ce soit. Ouais. On a fait notre boulot, on a été correct. Donc, si la Kainin Hagrouk, c'est Nahmer. Sortir d'une vrille est possible sur un gros porteur.
Déjà, arriver à passer en vrille sur un gros porteur, c'est que c'est la limite. C'est l'enveloppe limite décrochage terminée. Maintenant, c'est vrai qu'il est possible de sortir. Il y a un 47 qui est parti en décrochage. Et à un moment donné, il a eu l'idée de génie, le commandant. Il a sorti le train, comme par hasard. Il était parti en vrille, il a sorti le train, ben il a fait une ressource. Ça peut arriver. Mais bon, mais quand il y a une décollement, C'est vraiment pas prévu, hein. hein, C'est vraiment pas prévu, hein. du tout prévu. Justement, tous les systèmes que l'on a mis en place sont là pour justement empêcher qu'un avion de ligne ne soit dans des situations comme ça. Parce que vu l'inertie de la bête, vu la grosseur, parce que quand un avion est en vrille, quand un petit avion est en vrille, quand on agit, quand on fait la sortie de vrille, on sort de vrille, tac, terminé. On sort rapidement parce qu'il n'y a pas d'inertie. Mais par contre, j'ose pas imaginer ce que ça pourrait être un avion de ligne qui part en vrille, le temps qu'il réagisse aux commandes des pilotes, il risque de continuer à faire plusieurs tours avant qu'ils réagissent, hein. NAP 12350, tu voles sur Piper, c'est un hantise. Oui, mais bon, sur le Piper, quand tu passes en vrille, c'est prévu, si tu es sur un Piper, tu peux sortir de la vrille si tu repasses de l'autre côté. Mais bon, il y a toute une technique à faire. C'est du pilotage pur. Mais bon, maintenant, je vois pas pourquoi tu rentrerais en vrille, sauf si tu perdrais tu fais une réaction inverse sur les palonniers avec un moteur arrêté, ou là, bon, ben, ça peut aller comme ça. Et puis sinon, non. Vous Bon, faites un décrochage moteur réduit et que vous donnez un coup de palonnier, ouais, au moment où l'avion décroche, ça, vous partirez en vrille. Ça, c'est clair. Mais si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de raison. Il y a par contre quelque chose qui est très important, et des fois on voit des vidéos où on croit que on nous montre des gars qui sont en approche. Il y en a une, vous avez dû tous la voir. Un gars qui est en approche, je crois que c'est avec un Twin Otter ou un truc comme ça. Le gars, on le voit avec le manche à droite, à gauche, le manche à droite, à gauche. Quand on est en basse vitesse et qu'on s'amuse avec les ailerons comme ça, à fond la caisse, on a toutes les chances de partir en vrille. Ça, c'est clair. Bob, tu parles du choix de type d'avion pour une compagnie aérienne. Ben, tu sais, les compagnies aériennes font des choix d'avions en fonction de leur population, de leur grandeur du pays, des lignes desservies et tout. Mais à un moment donné, quand elles prennent un type d'avion, elles restent de préférence sur ce type puisqu'elles développent ce qu'on appelle une base de maintenance en fonction de ce qu'elle a comme avion. Donc ce tu vois, je perds mon truc. Diversifier sur le choix d'avion, des fois, c'est pas une bonne chose parce que ça nécessite une ligne de maintenance encore plus importante. Donc, ça veut dire de l'argent, des moyens humains, etc. Air Algérie, une compagnie qu'on connaît, avait opté pour les. Elle avait, dans le temps, elle avait la Cara et le Sahara. Ensuite, elle a eu le Fokker, le DC-4, le Fokker. Ensuite, le Fokker, bon, a fait 100 ans. Ensuite, elle a pris le 37, le 27. Donc, elle était sur Boeing. Ensuite, la logique est restée sur Boeing. Ensuite, quand elle a pris le 310, elle est partie sur la logique de l'Airbus. Donc, maintenant, sur Boeing, elle avait le 37, le 27, le 67. Et donc, elle a continué sa logique de 37 vers le NG, le New Generation 800, 600, 700 et tout. Maintenant, elle va aller vers le Max parce que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, même avec les problèmes qu'il a eu. Et sur l'Airbus, elle a eu le 310. Maintenant, elle est passée au 330. Ben, le 330, il a fait ses preuves. Elle va rester sur la gamme 330. Elle va pas aller vers le 350, qui est un monobloc qui nécessitera encore beaucoup de moyens pour, en cas de problème, cellules surtout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un choix d'avion. Et en fonction de la population qu'elle a. Là, on fait du moyen et un peu de long courrier. Le long courrier réside surtout sur la Chine. Mais le 330 est largement suffisant pour ça, pour la population qu'on transporte. C'est tout. Salut Nap.
Ce choix peut-il être guidé par la politique? Non, le politique, si tu veux, dans ces histoires-là, rentre en ligne de compte quand il y a un conseil des ministres pour débloquer des fonds alloués à la compagnie qui demande des fonds. Elle fait un appel de fonds. Quand elle ne travaille pas sur ses fonds propres, elle a un certain packaging d'argent qu'elle a, donc elle génère, et ensuite elle fait des prêts auprès des banques. Il peut y avoir des consortiums de banques ou à l'international, comme l'Exim Bank, généralement quand Air Algérie faisait ça avec l'Exim Bank aux États-Unis et tout. C'est tout. Donc le choix, quand Air Algérie est sur Boeing et Airbus, l'État ne va pas venir lui dire non, vous allez prendre obligatoirement de l'Embraer, par exemple. Non, parce que elle a une population de pilotes, elle a une pépinière de pilotes à faire former, elle a des ATR, des 37 et des Airbus, et c'est comme ça que ça part, et c'est comme ça que c'est traité. Le politique, si tu veux, il est là pour demander à ce que la compagnie applique les normes conformément à l'Agence nationale de l'aviation civile, qui est garante du Code de l'aviation civile, ou bien suppléer en cas d'aide ou de renflouement de caisse pour une compagnie du pays, du pavillon national. Voilà. Prenez Algérie, c'est pavillon national. Tassili, c'est pavillon national aussi, mais fait partie, c'est une société nationale qui l'a créée, la Sonatrach, etc. Vous avez Algérie Express qui est privé, Star Aviation qui est privé, vous avez des écoles, vous avez tout ça. Donc, après, ils doivent se conformer à la loi du pays qui est dictée par l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile. Je pense qu'on ne peut pas sortir du vrille à plat comme c'était le cas de l'ATR. Non, on ne peut pas en parler, je gourte de cette histoire de vrille à plat parce qu'il a fait le tournoiement jusqu'à ce qu'il se crache. Maintenant, pour diverses raisons, on ne peut pas en parler parce qu'il faut qu'on sache exactement ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a eu un sévère icing? Est-ce qu'il a eu une auto-rotation? Est-ce qu'il a eu une survitesse? On peut vraiment rien dire à ce niveau tant qu'il n'y a pas des choses concrètes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, en règle générale, un avion en vrille à plat est très difficile à sortir de vrille. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, concernant ce vol en particulier, on ne peut rien dire parce qu'on ne sait pas pourquoi il est parti en vrille, etc., etc. Et voilà. Bon, par les fournisseurs pour éviter une iranisation, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne sais pas de ce que tu veux dire par iranisation. Est-ce que l'Iran a un seul fournisseur? Je ne sais pas. Est-ce que bon, je ne sais pas s'ils sont sous boycott, on est là. Mais Air Algérie, déjà, elle a deux fournisseurs principaux qui sont Boeing, Airbus et ATR. Donc déjà, elle a déjà trois. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu veux monter dire quelque chose? Vas-y. Oui, Bob. Oui, super. Merci, commandant, pour la réponse. Mais dans ma question, c'était pourquoi, par exemple, Air Algérie varie ses fournisseurs, en l'occurrence Boeing, Airbus et ATR, et la RAM, elle, fait un choix tout Boeing. Il y a bien une idée politique derrière, et c'est aussi pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça, on peut pas le nier que c'est un choix purement politique et pas un choix économique ou un choix technique, comme vous l'avez justifié tout à l'heure. Bob, Air Algérie a eu Boeing et Airbus depuis la nuit des temps. Donc, pourquoi faire les œufs dans le même panier qui me goûte choisir ce truc? Ben, c'est leur choix. La RAM, c'était leur choix de prendre que Boeing. Et pourtant, c'est un consortium où il y a une grande majorité, enfin pas une grosse partie d'Air France dedans. Donc ils auraient pu aussi choisir Airbus, qui est un consortium européen. Le problème n'est pas là, c'est un choix de compagnie. Ils ont la base de maintenance Boeing. Et il se trouve que la base de maintenance, est-ce que tu as vu la base de maintenance à Alger? JB peut en parler, puisqu'il l'a vu déjà, les pilotes le savent, l'ont vu. C'est une base énorme, où il y a Boeing, Airbus et ATR. Ils font même du sous-traiting
la sous-traitance avec d'autres compagnies, des check-in pour les autres compagnies. Donc même la chaudronnerie se fait au niveau de la base de maintenance. Donc non, c'est une base qui fonctionne très très bien et qui a les moyens de son fonctionnement. C'est ça la différence, c'est qu'elle a les moyens pour fonctionner comme ça. Donc si tu veux maintenant, si tu vas opter seulement pour Boeing, allez, on va arrêter Airbus. Et qu'est-ce que tu vas faire des bons d'essai, des trucs, de tout ton matériel d'Airbus, tu vas le vendre? Non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un choix qui est parti comme ça n'a rien à voir avec la politique. Au contraire, Oui, mais si c'était politique, Bob, si c'était politique, et le politique va venir et te dit, ah, là, je vais opter rien que pour l'Europe. Je vais pas prendre Boeing, je suis anti-américain, je vais prendre que l'Europe. Je vais prendre Airbus. Donc oui, là, ça va être politique. Comme par exemple, tu me dis la RAM, son économie est américaine. Pratiquement. Enfin, ton économie. Oui, mais commandant, ça c'est un choix a posteriori, les bases de maintenance. Ces bases de maintenance sont créées parce que des avions ont été sélectionnés, parce que des décisions politiques ont été prises. Il faut savoir que le premier vecteur d'exportation des États-Unis, c'est l'aviation, c'est l'aéronautique. Oui. Donc c'est pas anodin. Quand quelqu'un signe un contrat avec Boeing, d'ailleurs c'est la première chose qu'on signale. Oui, tel pays a acheté tant d'avions après une visite diplomatique, etc. Donc vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une influence politique dans le choix des appareils. Il y a évidemment des conséquences techniques. On préfère une harmonisation de la flotte et une harmonisation des compétences des pilotes, des techniciens, du personnel navigant, etc. Mais il y a aussi une volonté politique de soit prendre que de l'américain parce que j'ai des meilleures relations avec eux, soit prendre que de l'européen parce que les relations sont plus sûres, soit varier un peu des deux comme la stratégie de l'Algérie a toujours été, hein, je froisse personne, je me mets personne à dos et je varie mes yeux dans le même panier, comme ça s'il m'arrive une galère avec l'un ou l'autre, j'évite ce que je disais tout à l'heure, une iranisation, c'est-à-dire subir un boycott international et ne plus pouvoir faire fonctionner ma compagnie aérienne. Ça, on peut pas nier que ça existe, non? Non, le choix C'est une question. le choix depuis le début, le choix depuis le début de l'Algérie, et je te dis, elle avait des DC-4, Caravelle. Elle aurait pu rester dans la gamme de celui qui a relevé la Caravelle, de celui qui a relevé le DC-4, etc., etc. Mais les marchés se font comment? Les marchés se font en trading. Il y a une ouverture, tu achètes, tu fais une bonne affaire, tu as eu le vent en poupe, donc tu es monté en dossier, ton dossier il est passé, tu as acheté. Maintenant tu mets tout ce qui est des à côté et tu fais avec. Tu as créé de la maintenance qui va avec. Ensuite, il y a eu de la technologie, du high-tech, qui a remplacé un petit peu tout ce qui a été un petit peu, pas obsolète, mais dépassé un peu. Donc, il y a eu Airbus. Et c'est pas parce qu'ils ont diversifié, le politique a diversifié pour ne pas tomber en panne. Parce que même s'ils s'entendent pas avec les Américains, ou même s'ils s'entendront pas avec les Européens, les marchés restent fixes. Quand tu achètes, tu as le bout en bout. L'iranisation n'a rien à voir. Ils ont un boycott économique. Donc, même si tu fais un boycott, tu vas retomber mais dans l'histoire de Cuba. Et pourtant, Cuba, ils ont leur voiture, ils ont leur truc, ils arrivent à se débrouiller comme ils peuvent, politiquement et tout. Donc moi, personnellement, je pense pas que ce soit un truc purement politique. Il peut y avoir, bien sûr, des décisions qu'elles, bon, voilà, et l'ambassadeur américain a rendu service, maintenant il nous a parlé de tel projet. Et pourtant, je vais te dire, il y a eu des essais, il y a eu des essais d'Embraer, de beaucoup de choses. Hein. Quand tu vas chez les militaires, pourquoi tu as des trucs, des Roglam, il y a des G4, des G5, ça n'a rien à voir. Ils auraient pu prendre aussi, ils avaient de très bonnes relations avec la France, ils auraient pu prendre Dassault, par exemple. Tu vois? Donc, si c'était politique, ils auraient pu faire ça. Et c'est plus simple pour eux, puisqu'il y a de bonnes relations. Donc, je pense pas que c'est une question d'argent. Question d'argent. Quand tu tentes sur une bonne affaire, tu tentes sur une bonne affaire. Et c'est comme ça que ça marche. Et après, tu développes les outils pour, quand tu parles des pilotes. Quand tu achètes des avions, il y a des mesures d'accompagnement, ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement. Tes pilotes sont formés déjà. Ils ont le packaging en simulateur et tout à l'étranger. Donc, je te dis pas à 100% que c'est ce que je suis en train de dire est vrai. Il peut y avoir du politique, il peut y avoir de l'orientation. C'est plausible. Et c'est même, je dirais, chose qui est même
Vas-y, JB, si tu veux rajouter quelque chose. Je voulais répondre à Yaz, juste préciser pour le 350. Nordine l'a dit à plusieurs reprises. Le 350, son fuselage est en matériau composite. Ça nécessite tout un matériel pour la réparation du composite que nous n'avons pas et qu'il faudrait acheter juste pour un ou deux 350. Tous les avions que nous avons sont des avions à structure classique métallique. Donc là, on a tout le matériel qu'il faut pour les réparer. Et croyez-moi, les structures en composite, c'est quelque chose de très très complexe et c'est toute une technologie différente. Ça ne veut pas dire que nos techniciens ne seraient pas capables de le faire. Ça veut simplement dire que c'est un changement et il faudrait avoir deux ensembles d'équipements pour assurer cette maintenance. Voilà, c'est tout. C'est ça principalement le problème. Pourquoi les avions font demi-tour quand il y a du vent de sable au sud? Tout simplement parce que le vent de sable, il fait tomber la visibilité très bas. Et quand vous avez une tempête de sable, on ne voit plus rien. C'est tout. Et ça devient hyper dangereux de tenter de se poser. Bon, descendu, je ne sais pas s'il a été satisfait de la réponse ou pas. Bon, je ne sais pas. Enfin bon. Capitaine Garnet, excusez-moi, je me permets de vous poser une question, de vous interrompre. Nous avions abordé vendredi la navigation à l'instant, pas à l'instant. À l'estime. À l'estime. Mais justement, est-ce que cela implique aussi la navigation à l'instinct? Est-ce que l'instinct a sa place? Du tout, non. La navigation à l'estime part sur des principes très simples. On va déterminer ce que l'on peut déterminer visuellement ou avec des moyens radionavigation. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir d'un point donné. On sait qu'à telle heure, on a passé tel point. Et que tel point, on l'a passé avec un cap de temps. Et que l'on avait une vitesse propre de temps. OK. Au bout d'un certain temps, on survole un point, X, Y ou Z. Ce point, on va le chercher sur la carte et on mesure la route que l'on a suivie entre le point A et le point B. On peut mesurer la route donc en orientation, on peut mesurer la route donc en orientation et en distance. Et comme on a la distance et qu'on a le temps qu'il nous a fallu, on a donc la vitesse par rapport au sol. Comme préalablement on avait le cap et la vitesse propre, eh bien la différence qui existe entre le cap et la vitesse propre et la vitesse au sol et la route, c'est tout simplement l'effet du vent. Donc on est capable à partir de là de calculer vectoriellement, on résout le triangle quelconque, on a deux éléments du triangle et il nous manque le troisième. Le troisième, on le détermine, okay, et on a le vent. À partir de ce vent, on va considérer que ce vent va être constant dans l'heure qui vient, par exemple, et on va baser notre navigation, on va dire, bon, puisque nous avons un vent comme ceci, que nous voulons suivre telle route, alors on va prendre tel cap. Et on sera donc capable de calculer notre vitesse sol sur chacun des segments, etc. C'est ça la navigation à l'estime. Après cette navigation à l'estime, on peut la contrôler, c'est-à-dire on peut vérifier notre position, estimer ce qu'on a calculé, on peut le contre-vérifier avec des moyens radio ou bien un contrôle visuel. Quand on fait du vol à vue, on n'utilise aucun système de navigation, radio-navigation ou quoi. On contrôle notre position en regardant au sol. Qu'est-ce que l'on voit? Et puis, à partir du moment où on identifie l'endroit où on est, eh ben, on recorrige notre navigation. On dit, ah tiens, on n'a pas eu tout à fait le vent qu'on avait calculé, etc. Et on recorrige. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, quand on a des systèmes de navigation radio-navigation, VOR ou NDB ou quoi, eh ben, à ce moment-là, on va faire des lieux de position avec ces moyens de navigation-là, voilà. Mais la base de la navigation, c'est estimer le vent et estimer le cap qu'il va nous falloir prendre pour suivre une route donnée, voilà. Oui, vous disiez que c'était l'époque héroïque
est-ce que ça implique également que vous étiez des héros ou bien ceux qui vous ont Non, non, précédés? quand je dis l'époque héroïque, ça veut dire que la navigation était un véritable problème à bord. Ouais. Voilà. Je peux vous donner des exemples. Quand on descendait sur Bamako, avant d'avoir les VOR ou quand on descendait, avant d'avoir les GPS, quand on descendait sur Bamako ou sur Niamey, il nous arrivait de rester, moi ça m'est arrivé, 1h50 sans aucun moyen de navigation. Bien sûr. Rien, on recevait rien du tout. Donc le seul moyen de connaître sa position, c'était que tant qu'on avait des moyens de repérage pour contrôler notre navigation et pour calculer le vent, bah, il fallait le faire avec précision et on estimait que le vent allait rester le même sur l'heure et demie ou l'heure 50 qui suivait, ce qui n'était Ah, pas toujours le cas. et voilà, donc, Et là, donc ce que je vous disais quelque part, c'est donc l'instinct est là non, à oui, des moments M. oui, mais l'instinct, on peut pas savoir si le vent a tourné de tel côté ou de tel autre côté. Donc, à la limite, on n'a aucune possibilité quand on est en vol. Vous êtes en vol de nuit au-dessus du Sahara, il n'y a rien à voir. Il y a pas une ville, il n'y a pas une lumière, il n'y a rien du tout. Hein, entre quand vous quittez Ain Salah, que vous allez vers Bamako, il n'y a rien du tout. Hein. Pendant des heures et pendant plusieurs heures, vous n'avez rien. Hein. D'accord? Donc, non, il n'y a pas d'instinct. Il y a juste, on a fait des calculs et puis après, à Dieu va, comme on dit dans la navigation maritime. Voilà, c'est Je vous tout. Hein. remercie, merci beaucoup pour votre Je vous en réponse. prie. Merci. Voilà. Mais je vais faire un truc sur la navigation estimée. Je vais faire une petite vidéo. Non, ce serait intéressant. Hein. C'est pas mal ce que tu as publié tout à l'heure, Khalid. Qu'est-ce que j'ai republié? J'ai republié tellement de bêtises, mais j'ai republié par contre Captain Bien, hein, toutes les vidéos, je les ai republiées, toutes. Ouais, ouais, ben c'est bien, comme ça, il y a un partage, comme ça. Bon, je vois qu'il est à 600 et quelques. Il y a J'étais à 607 hier. follow, oui. Et j'ai republié aussi le problème des batteries au lithium. J'ai vu ça, oui. Ça, je l'ai pas republié, je l'ai publié, c'est pas. J'ai vu des Ouais, publications, ouais. ouais. J'ai répété le triangle de vitesse au fur et à mesure qu'on avance. Qu'est-ce que t'as appris? Eh ben, on t'a bien appris, Kader Ben. T'as bien appris, Kader Ben. Yaz Gattusi, il dit que Mermoz naviguait aux étoiles. Et pas seulement Mermoz, moi quand j'ai passé mon ATPL, on avait la navigation astro, hein, Oh, ouais. et Voilà. c'était au programme et il fallait savoir naviguer astro. Hein. Et moi j'ai pas volé sur des avions équipés avec le périscope astronomique, mais j'ai vu des 707 équipés du périscope astronomique pour faire les visées astro. Hein. Et ça, c'est dans les années 70. Hein. Navigation, il y avait le système de navigation avec le gyro libre, avec le rate core, etc. C'était très intéressant. Donc pour répondre complètement à Farid, non, on dit le temps héroïque parce que mais on avait énormément de boulot dans les avions, hein, ça c'est certain. Que quand on faisait des navigations, par exemple sur le Sahara et tout ça, quand on descendait vers Brazzaville, ou Luanda ou quoi, avec rien du tout comme moyen de navigation, croyez-moi, il y avait du boulot. Hein, et quand avec ça vous aviez du mauvais temps, qu'il fallait louvoyer pour éviter les cumulonimbus, il fallait faire de la navigation aussi. Hein. Je pense que ce qui est resté justement de cette époque, oui, on peut dire ça comme ça. Disons que Tout a été après, réduit en informatique. Tout a été remplacé par l'informatique. oui, absolument. Non, mais je veux dire par rapport aux relations avec avec enfin les passagers.
Je veux dire, on voit toujours quand même le pilote comme un héros. C'est resté ça. Ah si, ça c'est resté ça, c'est indéniable. Peut-être, C'est-à-dire bon, c'est une profession qui est mise vraiment. d'accord, mais nous, on le ressent pas comme ça. On le ressent pas comme ça. Regardez, cet après-midi, je voyais une émission où une dame, malencontreusement, avait provoqué un accident et par inattention, et dans cet accident, sa petite fille de 12 ans était décédée. Et toute sa vie, ça faisait 20 et quelques années que ça s'était produit, elle se sentait responsable et coupable de ça, ce qui était arrivé. Alors par exemple, nous en tant que pilotes, quand il nous est arrivé d'avoir des emmerdements, des problèmes techniques ou quoi au caisse, où effectivement la sécurité de l'avion aurait pu être mise en jeu, je vous garantis qu'on ne pense pas que l'on a des passagers entre nos mains. Parce que si on pensait que nos actions au poste de pilotage, impliquent, si on mettait dans notre schéma mental que nos actions au poste de pilotage impliquent la vie des passagers qu'il y a derrière, on serait complètement glacé d'horreur et à cause de la responsabilité qui nous incomberait. Par Tétanisé. contre, enfin, voilà. Alors que moi, je sais que j'ai toujours considéré, dans tous les cas où j'ai eu des problèmes, il fallait sauver le cockpit et c'est tout. Hein. Du moment que le cockpit était sauvé, le reste allait suivre. C'est tout. On essaye de ne pas rentrer en ligne de compte, dit qu'on est des héros, ni rien du tout. Comme il y en a l'autre jour, j'ai vu un truc. Le gars, il arrive à lever, je sais pas combien de tonnes, avec un petit stick. On lève aucune tonne, on lève rien du tout. On manœuvre un avion qui, lui, a la puissance pour décoller. C'est tout. Brown, Absolument. Brown, quelqu'un a eu déjà frôlé un danger imminent et comment l'avoir géré? Bon, on en a parlé, ça fait longtemps. Oui, j'ai eu un problème d'un sévère damage, ce qu'on appelle un sévère damage, pratiquement perdu le moteur au décollage d'un aéroport du Sud. Et que, bon, les procédures ont été faites, et on est revenu, on a remis les gaz parce qu'on ne pouvait pas se poser, on est revenu se poser, on s'est posé, ça s'est bien passé, mais bon, le moteur était déjà parti, carrément parti. Donc oui, c'était pratiquement proximité sol, avec un sévère damage, c'est-à-dire le moteur out, et plein de passagers, ceci, cela, visibilité réduite, c'était à Tindouf. Mais ça, comme disait tout à l'heure JB à juste titre, si on avait pensé qu'il y avait du monde avec nous et qu'on devait faire quelque chose pour ça, on aurait beaucoup plus eu la responsabilité sur la tête pour ces gens-là. Donc on s'est occupé des procédures, puis on est revenu se poser, et ça s'est bien passé. C'est tout. Moi, j'ai eu 5 pannes moteur dans ma carrière, entre autres problèmes techniques. J'ai eu la même chose, engine severe damage au décollage de Nouakchott. J'ai eu un feu réacteur, j'ai eu tout un tas de trucs. Bon, ben, on applique des procédures et puis c'est tout. Hein. On n'est pas des héros pour ça. Hein. The dream becomes true. ممكن تفيدنا كابتن نور الدين هل يوجد فرق بين SEP, MEP, MRJT? SEP, Single Engine Propeller. MEP, Multiple Engine Propeller. MRJT, Middle Range Jet Transporter. C'est les avions, enfin c'est les modèles d'avions qu'on utilise pour la TPL en performance. Voilà. Parlez-nous un peu de United Flight 1175 et Captain Benham. Je suis pas au courant, sauf si JB est au courant de ça, mais elle est béliche. Kader. Par contre, il y a eu avant-hier ou hier, non hier, c'était, on est quoi, dans le 19, hier, il y avait un aquaplaning en Afrique. Un 37-800 de Royal Air Maroc à Monrovia, Libéria, qui est sorti de piste. Ouais. Donc c'est typique d'un aquaplaning. Mauvais temps, arrivé haut, vite. Les 37, ils ont une grande vitesse. Faire un aquaplaning, bon, ça peut arriver. Justement, par rapport à l'aquaplaning, excusez-moi, Captain El-Kébir, donc on parle souvent d'aquaplaning à l'atterrissage. Et qu'en est-il d'aquaplaning en take-off? Ben, écoute, La même chose. La même chose, c'est exactement pareil. Le seul truc, c'est que normalement, les normes sont données par la tour. D'abord, c'est indiqué dans la TIS.
Et donc, il y a normalement une interdiction de décoller si ça dépasse une certaine épaisseur d'eau sur les pistes. Donc déjà, il y a des normes pour le décollage, Voilà. même pour l'atterrissage. Donc maintenant, quand il y a un grain, c'est pas tout de suite indiqué, l'épaisseur n'est pas dite. Donc quand il y a un grain qui passe, un sévère, par exemple un cumulonimbus qui passe sur une piste où là, il y a un sévère CB par exemple, et ça va donner des trompes d'eau. Si l'avion arrive juste après, pour se poser, ou il se précipite pour se poser parce que il fait mauvais autour de l'aéroport et tout, il se trouve dans cette tourmente et il doit se poser. Bon, il peut, s'il va vite, s'il est haut, s'il va vite, il peut faire de l'aquaplaning. Et s'il veut bien sûr faire un kiss obligatoire et s'arrêter, enfin faire un kiss landing ou de là, ben, il va bouffer de la piste, il va rouler, il va aquaplaner, et s'il n'arrive pas à s'arrêter, il sortira de la piste, ou latérale ou en bout de piste, ça dépend. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous dire que si l'avion arrive à une vitesse modérée en landing, il peut éviter l'aquaplaning. Oui, pas obligatoire, mais s'il a sa vitesse d'approche, et s'il est sur le bon plan, et s'il fait un flair normal, avec ce qu'on appelle un positive landing, si la norme, bien sûr, d'épaisseur d'eau n'est pas en trombe, parce que si c'est en trombe, elle est belle que l'aéroport est fermé, hein, en général. Sauf si l'information n'est pas donnée et que le pilote est pris de court. Oui, ça peut. Ça peut, parce qu'il va déployer, il va se poser au plot. Donc, ça dit, il a toute la piste devant lui pour s'arrêter. Il a la vitesse d'approche adéquate. Maintenant, il ne faudrait pas qu'elle soit très, très supérieure à truc, parce que bon, des fois, les gens, quand il y a du vent ou de la haja, ils rajoutent un peu en finale, ou là pour essayer de ne pas avoir le trend négatif et tout. Oui, avec les reverses à bloc à fond et le freinage, sur 37 C3, je pense, jusqu'à 3, 1, 2, 3. Sur 330, c'est low, medium et max. Mais le max, il est utilisé pour le RTO. Bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu de l'aquaplaning au décollage à Moscou. J'étais en full load, un peu de vent travers et une VR aux alentours de 152 ou 153 nœuds. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais avec Ali, oui, Abdelaziz, le garçon, Ouais, comme copilote. On s'est fait la frayeur de notre vie, hein, parce que déjà pour atteindre les 152 ou 153 nœuds de la VR, il fallait de la piste. Et d'un seul coup, on a senti le 27 qui partait irrémédiablement dans les balises, hein, sur le bord de piste. Et croyez-moi, on était tous les deux arc-boutés pour essayer de pousser la jambe de train, enfin de train avant sur le sol pour arriver à contrôler l'avion, les palonniers, les machins, les trucs pour arriver. C'est vraiment affolant, surtout que là, on ne peut pas s'arrêter. Hein. On est en plein décollage avec une pleine charge, il n'était pas question d'arrêter l'avion. Croyez-moi, là, on se fait peur. Hein. D'autant plus que la traînée piste vous ralentit par rapport à l'eau. Tout à fait, bien sûr. L'accélération est moindre. Ouais. Pour The Dream Became True, là, comment calculer le centrage d'un MRJT par un équipement à bord, autant que je sache, le seul truc, c'est une tablette dans laquelle on aurait le logiciel pour calculer le devis de masse et de centrage. Hein. Mais on est obligé de passer par la load sheet, qu'elle soit électronique ou manuelle, mais c'est une load sheet. Hein. Tout à fait. Bon, les amis, moi je vais vous quitter parce que j'ai de la famille qui arrive. Alors à demain, Inch'Allah, si on peut. Voilà. Okay. À demain. Bonne soirée. Allez. Bonne soirée, Captain Virman. Bonne soirée, merci. Ne faites pas les fous, hein. J'ai fait des matchs. Allez, ciao. Ciao, salut. Ouais, ciao, merci.
Tariq, Allah, Tariq. Parce que moi, je connais pas les trucs quand je vois des pseudos Agdam et Béniche. Du bruit. Quand il y a du bruit, ça veut dire qu'il n'y a aucun respect pour le chat. Wazir, Wazir. Descendu apparemment. Ah, ça y est, ça y est. Si. Descend d'appuyer dans 37. Brown. Alors, il doit être dans les vapes. Il est rentré de Montréal, il doit être dans les vapes. Aujourd'hui, niveau question, hein, ça. Tu as vu ça? Ouais. C'est normal. Je préfère poser des questions sur la religion, sur la politique. Pourquoi ne pas installer des ILS 4-3 dans le désert? D'abord, déjà au nord, la 4-3, même si elle est installée à Alger, enfin, si elle est autorisée, la 4-3 à Alger, mais elle n'est pas d'actualité, puisque pour faire une 4-3, 4-2 déjà et 4-3, il faudrait que l'aéroport en soit doté avec les éloignements au niveau des taxiways pour faire de la 4-3, 4-2, des équipements, et en plus, pour l'utilité, c'est-à-dire au sud, c'est rare où tu as par exemple des vents de sable ou là c'est assez rare. Il y a une période, c'est au mois de mars à peu près, ou là du brouillard. Donc, c'est un investissement, si tu veux, qui n'a pas lieu d'être. Captain Benin dans le vol UL, les yoks et le levier de poussée pour 30 minutes. Kader, je ne suis pas au courant de cette histoire de United. Tu donnes une information, mais je ne suis pas au courant de cette histoire. Le choix des ATR pour le régional, et en l'occurrence le sud, c'était dans l'objectif de préserver un peu tout ce qui était Airbus et Boeing de la compagnie? Non, c'était la continuité du Fokker, tout simplement. Parce que le sud était fourni par le Fokker, mais la différence c'est que le Fokker qu'on avait, c'est-à-dire qu'Algérie avait, c'était des dropships, donc c'était des avions renforcés. Même en performance, ils n'étaient pas tellement trucs, mais l'ATR non plus pour les endroits très chauds comme ça, quand il fait trop chaud, les performances sont amoindries. Mais l'avion, le transport régional, il a fait ses preuves. Même si les gens pensent que c'est pas un bon avion là, il faut voir les compagnies du Nord. Déjà là où il y a du ICE, c'est-à-dire tu vas en Irlande, tu trouves que Aer Lingus par exemple, ils ont que des ATR, même les 37 qui font du long courrier, ou les Airbus, mais ils ont beaucoup d'ATR. C'est un bel avion en transport régional. En maintenance, il faut être très précis, parce qu'il a des empennages hauts, trucs, tout, bon, des couvertures hautes. Il faut éviter les endroits bzef en severe icing, parce que son talent d'Achille un petit peu, c'est le ice. C'est le icing. Oui, mais c'est paradoxal ce que vous dites, Captain Ekebir, puisque vous dites que les compagnies nordiques, c'est ça que... Et pourtant, il travaille avec, dans le truc, c'est le talent d'Achille Terreau. Mais tu sais, l'utilisation du icing, il fait 3 modes. Mode 1, 2 et 3. Donc, encore une fois, je ne veux pas jeter le dévolu sur l'utilisation, mais il y a un problème d'utilisation. On en avait parlé hier avec Sabri, il nous avait parlé de ces 3 niveaux, vous en aviez parlé vous aussi, 1, 2, 3, absolument. Je ne veux pas jeter le dévolu encore une fois, ni anticiper sur quoi que ce soit. Mais là, il y a eu des problèmes comme ça avec l'ATR en Algérie. Il y a eu des problèmes.
avec des équipages, ils ont eu des problèmes avec ça. Ils sont passés jusqu'à la troisième niveau d'icing. Bon, ben, ils s'en sont sortis parce que ben, c'est un avion qui est fait pour ça. Mais il y a l'utilisation de terrain, la procédure est draconienne. Et. Désolé, elles ont entendu du bruit. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc en gros, ce que vous voulez dire, c'est qu'il a plus d'avantages que d'inconvénients, la Terre, quoi. Oui, mais encore une fois, ben, je veux pas jeter de dévot. Personnellement, je pense que c'est un avion qui n'est pas fait pour c'est un avion qui est fait pour le Nord, Algérie par exemple, pour faire des 3, 4 étapes. Et, le garde-côte, ce qu'on appelle le garde-côte. L'envoyer comme ça au sud, par exemple, qui met en été, Ain Salah, Tam, Adra, Borj et tout, il fait trop chaud. Donc en performance, il est amoindri. Il se limite en passager, ou là en bagage, le problème il est là. Ou dans les moments où il fait très froid, il faut faire gaffe pour la procédure ICE. C'est un compromis, mais c'est un avion qui a fait, tu sais, Air Algérie, elle utilise les ATR depuis qu'ATR est sorti, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, à voir. Personnellement, les gens, quand c'est un très bel avion de transition pour les pilotes, parce que c'est pratiquement l'avion de base. Et quand ils ont fait l'ATR, en général, il y en a qui ont fait directement ATR 330 en tant que copilote. Quand ils sont arrivés sur 330, ils n'avaient pas de difficulté à suivre la philosophie Airbus parce que c'est pratiquement la même philosophie. C'est pratiquement la même philosophie au niveau hydraulique, électrique. Mais bon, l'Airbus est plus gros, c'est tout. Voilà, bon. Très bon appareil de transition. Très bon appareil de transition. Jamais fait, moi j'en ai jamais fait. Il a un autre talent d'Achille, mais ça aussi c'est un problème d'utilisation. C'est que son train d'atterrissage, il est juste sur le fuselage. Et il y a une vitesse à laquelle, le minimum, à laquelle il faut mettre la main sur la roulette à l'atterrissage. Si la main est mise prématurément sur la roulette, il peut faire ce qu'on appelle un roulis charolais. Alors, des fois, vous voyez un petit peu ceux qui prennent la terre, l'avion faire comme ça, même s'il n'y a pas de vent, c'est parce que la roulette a été prise prématurément. C'est tout. Bon, il faut le dire, les instructeurs sur la terre instruisent leurs élèves dans ce sens. Voilà, au simu, pareil, ils font des trucs et tout. Bon. Mais bon, là, c'est pas particulièrement un avion pas bon ou là dangereux ou là non, pas du tout. C'est un avion. Tu as le Dash, le Q400. L'avantage, tu as le Q400 ou le Q200 Index, c'est que le train interro, il est sous les ailes. C'est comme le Fokker. Donc déjà, à l'atterrissage, c'est plus aisé, puisqu'il se pose 2 points. Tac, tac, il y a des vents de travers. Le train n'est pas juste sous le fuselage. Donc il est sous les ailes. Et donc quand il se pose, pratiquement, il se pose 2 points, et ensuite le 3e point, c'est la roulette de nez. Voilà. Pour ceux qui font de l'ATR, des fois, il y en a qui aiment bien cet avion. Il y en a qui sont restés carrément toute leur carrière sur ATR. Il y en a qui n'ont jamais voulu faire autre chose que l'ATR. Ils sont restés à la retraite sur ATR. Et on en connaît, hein. Ils étaient copies avec nous sur 67 trucs, ils sont passés commandants sur ATR. Bon, vu en plus, au niveau salaire, ils étaient payés commandant de bord. Mais il n'y avait pas une grande différence, à part l'indice de la machine qui différait. Ils sont passés instructeurs aussi sur ATR, ils sont restés toute leur carrière sur ATR, et c'est tout. Très bien. Comment faire dans une panne moteur, si on les a par exemple sans escape? Non. Il y a ce qu'on appelle les escape routes, pas les escapeaux. Les escape routes. Mais bon, quand il n'y a pas de moteur, l'avion va te donner ce qu'on appelle le niveau de rétablissement. Il faut y aller. Et il y a des escapes pour contrôler tout ça.
il y a des attitudes minimum de sécurité. L'avion est sustentable à un certain niveau, il n'y a aucun problème, même s'il tombe en panne moteur. Bon, maintenant, pas de deux moteurs, il faut essayer de trouver un endroit où se poser ou faire demi-tour, ne pas survoler ces montagnes-là, c'est tout. Hein. Les A220, je pense que ça n'a pas été une réussite pour Airbus. Quoi qu'il y a des compagnies qui en commandent encore. Hein. Comment franchir les obstacles pénalisants. Ben, tu sais, c'est dans les cartes ou bien dans le routing. Tu as le franchissement des obstacles. Et même si tu perds le moteur, c'est calculé pour ça. Donc, il y a les attitudes minimum de survol, il y a tout ça. Donc, si tu veux, tout est calculé. T'en fais pas. Les calculs sont faits de telle sorte que tu effaces les obstacles. T'es qu'un exemple sur 330, tu attends la vitesse de la green dot, la vitesse mini green dot de sustentation en lice. Et là, tu as déjà parcouru pas mal de nautiques jusqu'à ce que tu puisses commencer ta descente, la drift down, et suivre le profil pour ou escaper ou aller tout droit. Donc ça dépend. Ça dépend encore une fois du profil, du vol. Farid, Oui, Captain. merci d'avoir participé. Je pense que je vais mettre fin au live. Oui, je pense que c'est le moment. Voilà. Eh ben, portez-vous bien. Merci le guest, merci le chat, merci tout le monde. Merci tout le monde, merci le chat, merci pour Captain El-Kébir. Et Et à demain, Inch'Allah. Salut, ciao, Salut, ciao. ciao.